Le duc de Westford venait de congédier le 7e invité de la soirée. Il l'avait fait d'un signe de tête poli et dévastateur. La haute société le disait froid. Lui les trouvait épuisants. Debout, au bord du bal le plus somptueux de la saison, il ne désirait qu'une chose, partir. Jusqu'à ce qu'il la voie. Elle ne portait ni soie ni perles. Elle portait un tablier taché. Elle tenait en équilibre un plateau dangereusement instable de flûte à champagne vide. Et elle avait l'air de vouloir réduire toute la salle en cendres. Il devait la suivre. Alistair Croft étouffait. Ce n'était pas une affection soudaine. C'était une asphyxie lente et insidieuse. Elle avait commencé dès que sa voiture s'était arrêtée devant le domaine du comte de Danbury. Et elle culminait maintenant sous l'éclat de 3000 bougies en cire d'abeille. L'air de la salle de bal était épais. Il avait le goût de la poudre coûteuse, des lys écrasés et de l'arrière-goût métallique et désespéré de l'ambition. Il se tenait près d'un pilier de marbre. C'était une position parfaite pour observer sans être facilement coincé. Cela fonctionnait rarement. Un duc possédait une force d'attraction qui ignorait toutes les limites de l'esquive polie. « Votre grâce » retentit une voix aiguë et cassante. Alistair se retourna. Lady Penelope Farnsworth, 18 ans, une dot de 40 000 livres, d'excellentes dents, et un esprit totalement dépourvu de pensée originale. Sa mère planait à 3 pas derrière elle. Ses yeux balayaient la pièce, tel un faucon traquant une souris des champs. « Lady Penelope » dit Alistair. Sa voix était un murmure grave et mesuré. Il ne souriait pas. Sourire les encourageait. « L'orchestre est tout simplement divin ce soir, n'est-ce pas ?» Elle agita son éventail. C'était un geste calculé, conçu pour envoyer son parfum d'eau de rose directement à son visage. Ça sentait juste les pétales fanés. « Il est tout à fait convenable, » répondit-il. « J'aime tellement la valse. C'est terriblement moderne. Vous ne trouvez pas? Je trouve ça étourdissant. » Il ne lui donna rien. Aucune perche à laquelle accrocher une conversation. Aucune question polie sur les domaines de sa famille dans le Surrey. Il se contenta de la regarder. Il n'essayait pas d'être cruel. Il était simplement dépourvu de l'énergie nécessaire pour faire semblant, pour prétendre que ce n'était rien d'autre qu'une transaction. Ils étaient du bétail à une vente aux enchères, enveloppés de velours et de soie. La seule différence était qu'il était le taureau primé, et il savait exactement ce qu'il valait. Le sourire de Lady Penelope se crispa. Son éventail se referma d'un coup sec. « Eh bien, je suppose que je vais trouver un partenaire moins sujet au vertige. Votre grâce. » Elle tourna les talons. Alistair regarda sa mère l'intercepter. Le visage de la femme plus âgée se tordit en une grimace fugace et furieuse. Puis il se lissa pour redevenir un masque de bienveillance maternelle. Il prit une gorgée de son brandy. Il était chaud. Tout dans cette pièce était trop chaud. À 32 ans, Alistair était épuisé. Il avait hérité du titre de Westford à 19 ans. On l'avait arraché à Cambridge. Il devait gérer un domaine en ruine, une montagne de dettes et une lignée qui exigeait la perfection. Il avait passé la vingtaine à reconstruire sa fortune sans pitié. Il avait investi dans le transport maritime. Il avait aboli les pratiques agricoles archaïques et il avait renvoyé la moitié des intendants incompétents de son père. Il avait réussi. Il était maintenant scandaleusement riche, socialement irréprochable et complètement vidé de l'intérieur. Il regardait les danseurs tournoyer sur le parquet. Un kaléidoscope de soie colorée et de draps de laine noire. Tout cela lui semblait être une mécanique, un engrenage en entraînant un autre, le murmure d'une mère faisant tourner la tête d'une fille, la dette de jeu d'un père poussant un fils vers une héritière. L'amour était une fiction inventée par les poètes. Une fiction pour rendre l'économie brutale du mariage acceptable. Il posa son verre à moitié vide sur un plateau d'argent qui passait, sans même regarder la personne qui le tenait. Il n'avait pas besoin de regarder. Les domestiques étaient invisibles dans ces lieux. Ils étaient des extensions du mobilier. Alistair regarda vers les grandes portes à double battant. S'il partait maintenant, ce serait un scandale. Il n'était que minuit. Le duc de Westford, quittant le bal des Danbury avant le souper. Les journaux mondains en feraient leur chou gras pendant une semaine. Il s'en fichait. Il se détacha du pilier, ajustant les poignets de sa veste. Il en avait fini pour la soirée. Il en avait fini pour la saison. Il fit un pas vers la sortie. Puis un son brusque, peu distingué, perça le bourdonnement ambiant de la bonne société. C'était un soupir,
mais pas un soupir romantique. C'était une expiration rauque et saccadée, une expiration d'agacement pur et simple. Alistair s'arrêta. Il regarda à sa gauche. Dans l'ombre d'un arrangement floral colossal et absurdement laid, se tenait une jeune femme. Les pieds de Maeve Sullivan saignaient. Elle ne pouvait pas enlever ses bottes pour vérifier. Mais elle connaissait la topographie exacte des ampoules sur son talon gauche. Elle s'était formée vers 9 heures et avait éclaté à 10 heures. À minuit, la peau à vif n'était plus qu'une douleur sourde et lancinante. Une douleur qui remontait dans son mollet chaque fois qu'elle prenait appui. « Garde la tête baissée, Maeve. Ne regarde personne. Ramasse les verres. Évite les ivrognes. Et pour l'amour de Dieu, ne laisse personne te voir transpirer. » C'était la dernière instruction de Madame Gable, juste avant de la pousser par la porte de service dans le paysage infernal et scintillant de la salle de bal des Danbury. Maeve avait hoché la tête, resserré les cordons de son tablier et était entrée dans le brasier. Elle détestait cette pièce. Elle détestait la chaleur piégée sous le plafond peint. Elle détestait le résidu collant de champagne renversé qui enduisait ses doigts. Mais surtout, elle détestait le poids du plateau d'argent. Seul, il était déjà lourd. Chargé de 2 douzaines de flûtes en cristal épais, c'était une ancre. Une ancre qui essayait de lui arracher les bras de leurs orbites. Elle naviguait le long de la piste de danse. Se déplacer dans la haute société exigeait une sorte de magie particulière. Il fallait se faire toute petite. Il fallait bouger au rythme de la foule, anticiper les embardées soudaines des messieurs ivres et les larges virages des ourlets des dames. Si vous les touchiez, vous étiez réprimandé. S'ils vous touchaient, vous étiez réprimandé. Une main claqua un verre à moitié plein sur son plateau, manquant de tout faire basculer. Maeve plia les genoux, absorbant le choc. Ses muscles se contractèrent, tandis que le cristal s'entrechoquait dangereusement. Elle ne leva pas les yeux. Elle ne foudroya pas du regard l'homme qui avait fait ça. Un grand monsieur dans une veste noire sévèrement taillée qui venait de congédier une jolie jeune femme blonde. Il n'avait même pas jeté un regard à Maeve. Il avait simplement traité l'espace qu'elle occupait comme une étagère bien pratique. Maeve laissa échapper un souffle rauque. Plus que 3 heures. Elle avait besoin de ce service. Le salaire pour un bal privé était le triple de sa paie habituelle à la taverne. Et le loyer de sa minuscule chambre à Cheapside était dû dans 2 jours. Le propriétaire, un homme avec un visage de chou écrasé et un cœur assorti, n'accordait pas de délai. C'était soit endurer les ampoules et l'argent lourd, soit dormir dans la ruelle. Le choix était d'une simplicité brutale. Elle déplaça le plateau sur sa hanche droite, accordant un répit momentané à son bras gauche. Elle balaya la pièce du regard, cherchant des groupes de verres abandonnés. Ses yeux passèrent sur les diamants, la soie, les absurdes plumes d'autruche épinglées dans des coiffures élaborées. Tout cela était si ridicule. L'argent dépensé pour l'arrangement floral à côté d'elle pourrait nourrir toute sa rue pendant 1 an. Le simple gaspillage lui donnait la nausée. Mais cela pouvait aussi venir du fait qu'elle n'avait rien mangé depuis un quignon de pain à l'aube. « Vous là, la fille. » Maeve se figea. La voix était pâteuse, épaisse de clarté et de suffisance. Elle se tourna lentement, gardant le plateau en équilibre. Un jeune lord, le visage rouge, transpirant abondamment à travers son col haut, titubait vers elle. Il devait avoir environ 20 ans, fortement intoxiqué et complètement ennuyé. Une combinaison dangereuse. « Servez-moi un autre », exigea-t-il, faisant un vague geste vers son plateau de verre vide. « Je m'excuse, monseigneur », dit Maeve, gardant sa voix neutre, dépourvue de tout ton qui pourrait être interprété comme de l'insolence. « Je ne fais que ramasser les verres. Les valets de pied ont les plateaux de verre propres près de la terrasse. Je n'ai pas demandé aux valets de pied. Je vous ai demandé à vous. » Il fit un pas de plus. Il sentait le vin aigre et les cheveux sales, sous une eau de Cologne coûteuse. Maeve recula, mais l'énorme piédestal floral bloquait sa retraite. « Je ne peux pas, monseigneur. Je n'ai pas de verre propre. Alors allez en chercher un. » Il tendit la main, ses doigts épais agrippant le bord de son plateau. Le cœur de Maeve martelait contre ses côtes. S'il tirait, tout s'écraserait sur le parquet. Des milliers de livres de cristal brisés. Ce serait déduit de son salaire. Elle serait endettée envers les Danbury pour le reste de sa vie. « S'il vous plaît, monseigneur. Lâchez-moi, dit-elle. Sa voix baissa, perdant le vernis de la domestique.
La rue refaisait surface. Un avertissement grave et dur. Il rit. Il trouvait ça amusant. Petite souris fougueuse. Et si je voulais celui-ci? Il inclina le plateau. Maeve ne paniqua pas. Elle ne cria pas. L'instinct, affiné par des années de survie dans une ville qui aimait dévorer les jeunes femmes, prit le dessus. Elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle avança vers lui. Elle enfonça le bord dur en argent du plateau directement dans son ventre mou et rempli de claré. Ce n'était pas un coup violent, juste un déplacement de levier ferme et inflexible. Le lord haleta, son souffle se bloquant alors que l'argent s'enfonçait dans son diaphragme. Il lâcha le plateau, reculant d'un demi-pas. « Faites attention où vous mettez les pieds, monseigneur, » dit Maeve. Sa voix était assez forte pour être entendue par le couple de danseurs le plus proche. Le sol est terriblement glissant. Avant qu'il ne puisse reprendre son souffle ou sa fierté, Maeve contourna l'arrangement floral et se fondit dans la foule. Son cœur martelait contre ses côtes. Ses mains serraient les bords du plateau si fort que ses jointures étaient blanches. Elle se dirigea droit vers la sortie des domestiques. Elle avait besoin de respirer. Elle devait poser le verre avant que ses mains tremblantes ne le laissent tomber. Elle poussa la lourde porte. Le silence soudain du couloir la frappa comme un coup physique. Elle s'appuya contre le mur de plâtre frais, fermant les yeux. Elle laissa échapper une longue expiration tremblante. Elle était si concentrée sur le ralentissement de son cœur qu'elle n'entendit pas la porte de service s'ouvrir à nouveau derrière elle. Alistair avait tout vu. Il s'était arrêté de bouger dès qu'il avait entendu le soupir. Il avait observé la servante, car c'est ce qu'elle était dans son uniforme gris terne et son tablier blanc. Il l'avait vu se raidir sous le poids du plateau. Il avait vu Lord Hatherley, un idiot notoire avec un problème de jeu, la coincer. La mâchoire d'Alistair s'était crispée. Il connaissait Hatherley. Le garçon était une brute. Alistair avait fait un demi-pas en avant, prêt à intervenir, prêt à déployer son titre comme un instrument contondant et à renvoyer l'imbécile ivre. Mais il n'en avait pas eu besoin. Il avait regardé, fasciné, la jeune femme tenir bon. Il avait vu le changement de poids subtil et expert. Il avait vu le plateau d'argent s'enfoncer dans le ventre de Hatherley. C'était une leçon de maître en violence discrète et plausible. Elle ne l'avait pas frappé. Elle avait simplement laissé la gravité et la physique faire le travail. Tout en maintenant l'apparence d'un avertissement utile sur un sol glissant. Hatherley était resté là, haletant comme une truite échouée, et la jeune femme avait disparu. Alistair fixa l'endroit où elle se tenait. Qui était-elle? Les domestiques à ses réceptions étaient généralement terrifiés. Ils étaient formés pour s'incliner, pour ramper, pour subir les abus, avec un regard baissé et des excuses balbutiées. Cette jeune femme n'avait pas baissé le regard. Pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne frappe, Alistair avait vu ses yeux. Ils n'étaient pas craintifs. Ils étaient furieux. Ils étaient farouchement, indéniablement vivants. C'était la chose la plus authentique qu'il ait vue de toute la nuit. Peut-être de toute la saison. Il regarda autour de la pièce. La valse continuait. Lady Penelope battait maintenant des cils devant un vicomte âgé. Hatherley était appuyé contre une chaise, se tenant le ventre. La mascarade continuait, brillante et dénuée de sens. Alistair regarda la porte discrète cachée entre deux tapisseries, celle par laquelle la jeune femme avait disparu. Un duc ne franchissait pas cette porte. Cette porte menait aux entrailles de la maison, aux couloirs étroits et non peints qui sentaient la cire et le chou bouilli. C'était le royaume des valets de pied et des femmes de chambre, un monde entièrement séparé qui fonctionnait en parallèle du sien. Franchir ce seuil était un suicide social. C'était absurde. C'était hautement inapproprié. Alistair posa son verre vide sur une table d'appoint. Il s'en fichait. Il se dirigea vers les tapisseries. Il ne se faufila pas. Il n'essaya pas de cacher ses mouvements. Il marchait avec la démarche lourde et mesurée d'un homme qui possédait le sol sous ses bottes. Si quelqu'un le remarqua, personne ne dit un mot. Il n'oserait pas. Il poussa la lourde porte recouverte de tissu et entra. Le contraste fut immédiat. La chaleur étouffante de la salle de bal disparut, remplacée par un courant d'air glacial. La lumière dorée d'un millier de bougies avait disparu, remplacée par le jaune huileux et crépitant des appliques murales bon marché. L'air sentait la pierre humide et le savon de soude. Alistair resta immobile, laissant ses yeux s'habituer à la pénombre. Il entendit le cliquetis du verre plus loin dans le couloir.
il se dirigea vers le bruit. Ses bottes en cuir ne faisaient aucun son sur le sol en pierre brute. Il la trouva dans une petite alcôve d'arrière-cuisine. Elle se tenait au-dessus d'un évier en pierre profonde, déchargeant les flûtes à champagne de son plateau. Elle lui tournait le dos. Elle bougeait avec un rythme saccadé et épuisé. Clac, cliquetis, plouf. Alistair s'appuya contre le cadre de la porte en bois. Il la regarda. Elle n'était pas belle comme les femmes dans la salle de bal. Ses cheveux, d'un châtain foncé et désordonné, s'échappaient de leur chignon sévère à la nuque. Son uniforme était légèrement trop grand, se fronçant maladroitement à la taille. Ses épaules étaient étroites mais visiblement tendues sous le tissu bon marché. Elle leva le dos de son poignet pour essuyer une ligne de sueur de son front. Elle laissa échapper un autre de ses soupirs rauques et non romantiques. C'était incroyablement dangereux, vous savez. La voix d'Alistair était calme, mais dans l'arrière-cuisine en pierre résonnante, elle sonna comme un coup de feu. La jeune femme se retourna si vite qu'elle faillit faire tomber un verre dans l'évier. Elle se plaqua contre le rebord de pierre humide, ses mains agrippant le bord. Ses yeux s'écarquillèrent en le voyant. La veste noire sur mesure, la cravate blanche impeccable, la chevalière en or à son doigt. Elle savait exactement ce qu'il était, même si elle ne savait pas qui il était. « Monseigneur », allaita-t-elle. Elle baissa immédiatement le regard vers ses bottes et exécuta une révérence maladroite et paniquée. « Joe, je vous demande pardon. Vous êtes-vous perdu? La salle de bal est... » « Je sais où est la salle de bal, » l'interrompit doucement Alistair. Il ne bougea pas du cadre de la porte. Il garda ses mains dans ses poches, essayant de paraître non menaçant. « Je vous ai suivi. » La tête de Maeve se releva d'un coup. Règle numéro 1 de la survie. Ne jamais regarder un lord dans les yeux quand il est quelque part où il ne devrait pas être. Mais elle ne put s'en empêcher. Il l'avait suivi. Pourquoi? Son esprit s'emballa. Avait-il vu ce qu'elle avait fait au garçon ivre? Était-il un de ses amis? Allait-elle être traînée dans la ruelle par la garde? Suivie, répéta-t-elle, la peur rendant sa voix tendue. Pourquoi? Alistair étudia son visage. De près, la fatigue sur ses traits était frappante. Il y avait des ecchymoses sombres de fatigue sous ses yeux. Mais les yeux eux-mêmes, d'un noisette vif et clair, étaient calculateurs. Elle l'évaluait, pesant son niveau de menace. « Je voulais voir si Hatherley avait survécu à la rencontre avec votre plateau d'argent, » dit Alistair. Une très légère pointe d'amusement sec toucha les coins de sa bouche. Le sang de Maeve se glaça. Il avait vu. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monseigneur. » Elle mentit instantanément, son visage se figeant en un masque de servitude parfaite et ignorante. Le monsieur a trébuché. Le sol vient d'être ciré. Alistair laissa échapper un rire court et rauque. Cela le surprit autant qu'elle. « N'insultez pas mon intelligence, » dit-il, entrant complètement dans l'arrière-cuisine. « Et vous n'avez pas besoin de mentir. Je déteste Lord Hatherley depuis 6 ans. Vous voir le mettre KO avec un ustensile de service a été le clou de ma soirée. » Maeve ne se détendit pas. Au contraire, sa prise sur l'évier en pierre se resserra. Un lord amusé était infiniment plus dangereux qu'un lord en colère. Les lords en colère criaient et vous faisaient renvoyer. Les lords amusés jouaient à des jeux, et les filles comme elle perdaient toujours à ces jeux. « Si c'est tout, monseigneur, je dois retourner à mes tâches, » dit Maeve. Sa voix était plate. « Dédaineuse. » Alistair fronça les sourcils. Il n'avait pas l'habitude d'être congédié. Pas par des débutantes, et certainement pas par des filles de cuisine. « Vous n'êtes pas terrifié, » observa-t-il, penchant légèrement la tête. « Je suis terrifié de perdre mon salaire, monseigneur, » dit-elle sans détour. Elle se retourna vers l'évier, prenant un verre et un chiffon. Et rester ici à parler à un invité est une faute hautement passible de renvoi. Alors si cela ne vous dérange pas d'aller vous amuser ailleurs. Alistair resta cloué sur place. L'audace pure de cette femme. Elle ne jouait pas les difficiles. Elle ne rougissait pas. Elle était sincèrement, fondamentalement agacée par sa présence. Il regarda ses mains. Elles étaient à vif, roses à cause de l'eau chaude et de la soude caustique. Il remarqua le léger tremblement de ses doigts alors qu'elle polissait le cristal. « Quel est votre nom » demanda-t-il. « Ça n'a pas d'importance, dit-elle au mur. Je suis le duc de Westford. Ce n'était pas une vantardise, c'était une déclaration de fait destinée à forcer une réponse. Maeve s'arrêta. Westford. Elle connaissait ce nom. L'homme le plus riche de la pièce.
l'homme qui possédait la moitié des docks où son père s'était brisé le dos. Elle tourna légèrement la tête, le regardant par-dessus son épaule. Son expression était complètement dépourvue de déférence. « Félicitations, votre grâce, dit-elle. Son ton dégoulinait d'un sarcasme calme et épuisé. « Je suis Mav, et j'ai encore 40 verres à laver avant de pouvoir rentrer dans une chambre froide et dormir pendant 4 heures. Alors, à moins que vous n'ayez l'intention de prendre un chiffon et d'aider, sortez de mon arrière-cuisine. » Le silence s'installa dans l'arrière-cuisine exiguë. Il n'était rompu que par le goutte-à-goutte rythmé du robinet qui fuyait, et par la basse étouffée de l'orchestre qui jouait à 2 murs de là. Maeve garda le dos tourné. Elle frotta le bord d'une flûte en cristal avec un chiffon en lambeaux, attendant l'explosion inévitable. Un duc ne recevait pas d'ordre d'une servante. Il allait crier. Il allait convoquer le majordome. Elle serait jetée dans la ruelle sans son salaire, et Grimes la mettrait à la porte de sa chambre avant midi. Elle se prépara au son de ses pas s'éloignant. Au lieu de cela, elle entendit le bruissement de la laine épaisse. Maeve risqua un coup d'œil par-dessus son épaule. Alistair Croft, le duc de Westford, était en train d'enlever nonchalamment sa veste de soirée noire sur mesure. Il la plia avec une précision experte et la posa sur une pile de sacs de fleurs vides. Puis il détacha ses boutons de manchette en argent, les glissant dans la poche de son gilet. Il s'approcha de l'évier en pierre à côté d'elle. Il ne dit pas un mot. Il plongea simplement ses mains nues dans le bassin d'eau trouble et tiède. Maeve le dévisagea. Son cerveau refusait tout simplement de traiter l'image. L'homme le plus riche de Londres se tenait épaule contre épaule avec elle. Les manches de sa chemise de lin blanc impeccable s'imbibaient de l'eau de vaisselle graisseuse. Il prit un chiffon. Il attrapa une coupe de champagne. Il commença à essuyer. « Qu'est-ce que vous faites ?» Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les ravaler. « Je lave un verre, » dit Alistair. Il ne la regarda pas. Il inspecta le bord de la flûte, fronça les sourcils devant une tache de rouge à lèvres, et frotta plus fort. Bien que j'admette que la mécanique de ce savon particulier m'échappe, il sent fortement la graisse fondue et le désespoir. « C'est de la soude, » dit Maeve, sa voix creuse de choc. « Ça va vous gercer la peau. Arrêtez. »« Vous le faites. Je n'ai pas le choix, » lança-t-elle, se tournant complètement vers lui. La peur avait entièrement disparu, brûlée par un pur et simple ahurissement. « Vous êtes un duc. Vous avez des gens pour laver vos gens. Sortez vos mains de mon évier. » Alistair tourna enfin la tête. Ses yeux sombres se fixèrent sur les siens. L'amusement avait disparu, remplacé par une curiosité calme et intense. « Je suis parfaitement capable de travail manuel, Maeve, » dit-il doucement. La façon dont il prononça son nom, sans titre, sans ricanement, juste le mot lui-même, provoqua un étrange et inconfortable retournement dans son estomac. « Et il vous reste 38 verres. Plus vite nous finirons, plus vite vous pourrez aller dans cette chambre froide qui est la vôtre. » Il attrapa un autre verre. Maeve ne savait pas quoi faire. L'ordre social de son univers tout entier était en train de s'effondrer dans un évier en pierre humide. Elle attrapa un torchon et commença à sécher les verres qu'il lavait. Ne serait-ce que pour donner à ses mains quelque chose à faire, pour ne pas crier. Ils travaillèrent en silence. Le rythme s'établit rapidement. Laver, rincer, passer, sécher, empiler. Alistair était maladroit au début. Il faillit laisser tomber une flûte, ses grandes mains peu habituées au cristal glissant et savonneux. Mais il s'adapta. Il regarda comment elle les tenait par les pieds, évitant les coupes fragiles, et imita ses mouvements. « Pourquoi m'avez-vous vraiment suivi ?» demanda Maeve doucement. 10 vers plus tard, « Je vous ai dit que j'ai apprécié de vous voir meurtrir Hatherley. Les lords ne suivent pas les servantes pour leur offrir des félicitations. » Elle fit claquer un torchon sec sur un verre. « Ils suivent les servantes parce qu'ils veulent quelque chose. » Alistair s'arrêta. Il laissa l'eau s'égoutter de ses jointures. « Vous avez une vision très sombre de la pairie. J'ai une vision très précise du monde, » corrigea-t-elle. « Je travaille dans une taverne sur Fleet Street quand je ne transporte pas de plateau pour la haute société. Je sais exactement ce que les messieurs veulent quand ils s'aventurent dans l'ombre. » Alistair regarda ses mains. Il vit les cicatrices, les marques de brûlure près de ses poignets, les jointures rouges et enflées. Il sentit une douleur soudaine et aiguë dans sa poitrine, qui n'avait absolument rien à voir avec une indigestion. « Je ne veux rien de vous, » dit-il. Sa voix était complètement dépourvue de son habituel ton aristocratique.
C'était juste un homme parlant à une femme dans une pièce humide. J'étouffais là-dedans. Les femmes me regardent comme si j'étais un coffre-fort attendant d'être forcé. Les hommes me regardent comme une échelle à gravir. Vous, il prit un autre verre. Vous m'avez dit de sortir. C'était la conversation la plus honnête que j'ai eue en une décennie. Mav arrêta de sécher. Elle regarda son profil. La ligne nette de sa mâchoire, le nez droit, les cheveux sombres tombant légèrement sur son front. Il ne se moquait pas d'elle. Il le pensait. Eh bien, marmonna-t-elle, attrapant le verre de sa main mouillée. Ne vous attendez pas à ce que je fasse la révérence pour ça. Le sol est mouillé. Alistair sourit. Un vrai sourire sincère qui atteignit ses yeux. Il transforma complètement son visage, effaçant le masque froid et cynique du duc de Westford. Je n'en rêverais même pas. À 2 heures du matin, le service était terminé. Maeve se tenait dans le hall exigu des domestiques, faisant la queue pour recevoir sa paye de Madame Gable. La gouvernante était assise derrière un petit bureau en bois, distribuant des pièces avec la réticence sinistre d'une femme se séparant de son propre sang. 3 shillings, aboya Madame Gable, faisant glisser l'argent sur le bois marqué. Vous avez été lente sur le service à la 2e heure, Sullivan. Surveillez votre rythme la prochaine fois, ou je ne vous réembaucherai pas. Maeve ne discuta pas. Discuter vous coûtait 6 pence. Elle ramassa les pièces, les nouant fermement dans un chiffon, avant de les enfoncer profondément dans la poche de son tablier. Son corps tout entier la faisait souffrir. Les ampoules sur ses talons étaient une agonie hurlante, et le bas de son dos lui donnait l'impression d'avoir été battu avec un maillet. Elle attrapa son fin châle de laine sur une patère, l'enroula fermement autour de ses épaules et poussa la lourde porte arrière pour sortir dans la nuit londonienne. Le froid la frappa comme un coup physique. L'air était épais de l'odeur de la fumée de charbon, de la terre humide et de l'odeur lointaine et pourrie de la Tamise. Le brouillard roulait dans la ruelle en épais rubans jaunâtres, s'accrochant au mur de briques. Elle fit un pas, grimaçant alors que sa botte pressait contre les pavés. Elle avait une marche de 3 kilomètres pour retourner à Cheapside. Vous boitez. Maeve sursauta, se retournant brusquement. Debout sous la faible lueur d'un lampadaire, à moitié avalé par le brouillard, se tenait Alistair. Il portait un pardessus noir impeccable et un haut de forme en soie. Il avait l'air complètement et absurdement déplacé parmi les poubelles débordantes et les pavés glissants. « Mon Dieu !» souffla Maeve, se tenant la poitrine. « Vous essayez de me faire avoir une crise cardiaque ?»« Votre grâce, Alistair, » corrigea-t-il, sortant de l'ombre. « Et non, je vous attendais. »« Pourquoi ?» Elle serra plus fort son châle. La camaraderie de l'arrière-cuisine semblait un rêve ici, dans la réalité glaciale de la ruelle. Les verres sont propres. Le bal est terminé. Rentrez chez vous. Ma voiture est au bout de la rue. Je vais vous ramener chez vous. Maeve laissa échapper un rire rauque. Absolument pas. Alistair fronça les sourcils. La voiture était chauffée. Elle avait des sièges en velours. Il lui offrait un confort dont elle avait désespérément besoin. Pourquoi pas? Vous souffrez clairement. Parce que les armoiries d'un duc sur une voiture roulant dans Cheapside à 3 heures du matin lanceront des rumeurs, dit Maeve. Son ton était plat et épuisé. Les rumeurs signifient que les gens me surveillent. Les gens qui me surveillent signifient que je me fais voler. Ou pire, le genre d'aide que vous offrez, votre grâce, est le genre qui fait tuer les filles comme moi. Elle lui tourna le dos et commença à marcher. Chaque pas était une nouvelle pointe de douleur, mais elle garda la colonne vertébrale droite. Alistair resta figé une seconde. Le pragmatisme brutal de ses paroles le frappa durement. Il vivait dans un monde où un trajet en voiture était une courtoisie. Elle vivait dans un monde où c'était une condamnation à mort. Il n'alla pas à sa voiture. Il se retourna et la suivit dans la ruelle. Maeve entendit ses pas lourds derrière elle. Elle s'arrêta et se retourna vivement. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je marche, » dit-il simplement. « Vous ne pouvez pas marcher jusqu'à Cheapside. Vous portez un chapeau de soie. Vous vous ferez agresser avant d'atteindre Saint-Paul. Alors il est heureux que je vous ai pour me protéger, » répondit Alistair avec aisance. Il combla la distance entre eux, s'adaptant à son rythme lent et boitillant. De plus, j'ai une canne. Elle dissimule une longueur de plomb assez lourde. Je ne suis pas sans défense. Maeve le dévisagea. Il était complètement sérieux. Vous êtes fou, marmonna-t-elle, se retournant et continuant sa route. Je m'ennuie, corrigea-t-il, se mettant à son pas. Et actuellement, vous êtes la seule chose intéressante à Londres.
Ils marchèrent en silence pendant un long moment. Les grandes demeures de Mayfair cédèrent lentement la place aux rues plus étroites et plus sales du centre-ville. Les pavés devinrent inégaux. Les lampes à gaz se firent rares. Des ombres s'étiraient, longues et menaçantes sur le trottoir. Alistair la regardait du coin de l'œil. Elle frissonnait. Le fin châle de laine ne faisait absolument rien contre l'humidité mordante du brouillard. Sans un mot, il déboutonna son lourd pardessus de laine, le fit glisser de ses épaules et le drapa sur les siennes. Le poids même du vêtement faillit faire trébucher Maeve. Il était doublé de soie et sentait le bois de santal et l'air vif de l'hiver. La chaleur résiduelle de son corps s'infiltra instantanément dans sa peau gelée. Elle s'arrêta, attrapant les revers pour l'enlever. « Non, je ne peux pas accepter ça. » Alistair attrapa ses mains. Sa prise était ferme mais douce. Ses doigts effleurèrent ses jointures à vif, rugueuses par le travail. « Gardez-le, Maeve, dit-il doucement. S'il vous plaît, si vous mourrez de froid, j'aurais lavé ces verres pour rien. » Maeve leva les yeux vers son visage. Dans la pénombre, les angles vifs de ses pommettes étaient adoucis. Le cynisme qui flottait habituellement dans ses yeux était remplacé par une inquiétude calme et constante. Ce n'était pas de la pitié. Elle détestait la pitié. C'était simplement une reconnaissance de son humanité. Elle déglutit difficilement. L'envie de pleurer la saisit soudainement et violemment à la gorge. Elle la réprima, la mâchoire serrée. « D'accord, murmura-t-elle. Elle serra le manteau plus fort autour d'elle, enfouissant son menton dans le col de soie chaud. « Mais si vous gelez, je prends vos bottes. » Alistair gloussa. Le son était un grondement sourd dans la rue silencieuse. Marché conclu. Le soleil du matin n'apporta pas de chaleur à Londres. Il ne fit qu'illuminer la crasse. Alistair était assis à la tête d'une table à manger en acajou qui pouvait confortablement accueillir 30 personnes. Il était entièrement seul. Un plateau d'argent d'œufs, de harengs fumés et de toast était intact devant lui. À côté, le Morning Chronicle était plié. Le gros titre criait son départ prématuré du bal des Danbury. Il ignora le journal. Il fixa ses propres mains. Il n'était rentré à son hôtel particulier qu'à 4 heures du matin. Il avait raccompagné Maeve jusqu'à un immeuble étroit et délabré de Cheapside. Il l'avait regardé déverrouiller une porte qui semblait pouvoir être enfoncée par une forte brise. Il avait attendu de voir une faible lumière jaune vaciller à une fenêtre du 2e étage avant de finalement se retourner et d'héler un fiacre qui passait. Ses os lui faisaient mal. Ses bottes étaient ruinées, couvertes de boue et pire encore. Mais pour la première fois en 10 ans, son esprit était complètement, vivement éveillé. « Votre grâce. » Alistair leva les yeux. Son majordome, un homme sévère nommé Hopkins, se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air légèrement affligé. « Qu'y a-t-il, Hopkins? »« Lord Hatherley a demandé à voir votre grâce. Il est dans le salon. Il insiste beaucoup pour vous voir. » Les yeux d'Alistair devinrent froids. « Vraiment ?» Il se leva, jetant sa serviette sur la table. Le souvenir de Hatherley agrippant le plateau de Maeve lui revint en mémoire. La cruauté oisive et ivre de cet acte. « Dites à Lord Hatherley que je descends dans un instant, » dit Alistair. Sa voix tomba dans un registre dangereusement bas. « Et Hopkins. »« Oui, votre grâce. Envoyez un message à mon avoué. Je veux acheter un immeuble. » De l'autre côté de la ville, Maeve comptait des pièces sur une table en bois branlante. Sa chambre n'était guère plus qu'un placard. Un lit de camp étroit dans un coin, une cuvette sur un tabouret, et une seule fenêtre pleine de courants d'air donnant sur une cour remplie de détritus. 3 shillings. Elle fixa l'argent. Le loyer était de 4. Il lui restait 1 shilling de son salaire de la taverne. Exactement assez. Rien pour la nourriture, rien pour le charbon. Juste un toit. Un coup lourd et agressif secoua la porte fragile sur ses gonds. Maeve ferma les yeux, laissant échapper un souffle. Elle ramassa les pièces dans sa paume et s'approcha, déverrouillant la serrure. Monsieur Grimes remplissait l'encadrement de la porte. Il était une montagne de laine sale et de sueur de bière rance. Son visage était une carte de vaisseau sanguin éclaté, ses yeux minuscules et cruels. « Le loyer, Sullivan » grogna-t-il, tendant une main épaisse et calleuse. Maeve laissa tomber les 4 shillings dans sa paume. Il ne ferma pas la main. « Il utilise un ongle sale pour trier les pièces. Il en manque, dit Grimes. » Maeve fronça les sourcils. « Non, pas du tout. Il y a 4 shillings. Nous nous étions mis d'accord sur 4. » Grimes sourit.
C'était une vision terrible, révélant une poignée de dents noires et pourries. Le prix a augmenté. La taxe sur le charbon. Le toit a besoin d'être réparé. Le loyer est de 5 shillings maintenant. À partir d'aujourd'hui. Le cœur de Mav s'emballa contre ses côtes. La panique, froide et aiguë, inonda ses veines. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas l'augmenter sans préavis. Mon immeuble, mes règles, dit Grimes en s'avançant. Sa carrure massive força Mav à reculer dans sa chambre. Vous avez un autre shilling, ou je jette vos affaires à la rue. Je ne l'ai pas, dit Mav, essayant de garder sa voix stable, refusant de le laisser voir sa terreur. Je viens d'être payé. Je vous ai donné tout ce que j'ai. Je peux avoir un autre shilling d'ici demain soir, après mon service à la taverne. Pas suffisant. Grimes regarda autour de la pièce spartiate, ses yeux se posant sur le pied de son lit. Le sang de Maeve se glaça. Posé sur la couverture de laine rugueuse, se trouvait le par-dessus d'Alistair. Elle n'avait pas pu se résoudre à le porter dans la chambre. Il était trop beau, trop propre. Il appartenait à un autre univers. Grimes la bouscula. Il tendit la main et attrapa le manteau, le soulevant. La lourde laine se déploya, la doublure en soie coûteuse captant la faible lumière du matin. « Tiens, tiens » ricana Grimes, ses yeux brillants d'une cupidité calculatrice. « On dirait que vous n'avez pas chômé, Sullivan. Vous volez les riches ou vous l'avez gagné sur le dos? Posez ça, gronda Maeve, s'avançant vers lui. La peur avait disparu, instantanément remplacée par une rage aveugle et féroce. Ce manteau était la seule chose gentille qui lui soit arrivée depuis des années. Il n'allait pas y toucher. Ça couvrira le loyer pour les 6 prochains mois. Grimes rit, jetant le manteau par-dessus son épaule. Maeve se jeta sur lui. Ne réfléchit pas. Elle attrapa son bras, essayant de lui arracher le manteau. Grimes ne broncha même pas. Il la gifla du revers de la main. Le coup était désinvolte, mais la force de son poids était derrière. Mav fut projeté en arrière, son épaule heurtant violemment le tabouret de la cuvette. Le bois craqua, l'eau éclaboussa le plancher, alors que la cruche en céramique se brisait. Elle tomba lourdement sur le sol, sa vision se brouillant, le goût métallique du sang remplissant instantanément sa bouche. Grimes se tenait au-dessus d'elle, ajustant le manteau sur son épaule. « Le loyer est payé, Sullivan. On se voit le mois prochain. » Il sortit, claquant la porte derrière lui. Mav resta allongée sur le sol humide et éclaté. Sa joue la lançait. Elle fixa la porte fermée, l'eau froide s'infiltrant dans sa robe fine. Elle ne pleura pas. Pleurer était pour les filles qui avaient quelqu'un pour essuyer leurs larmes. Elle ferma simplement les yeux. La réalité cynique de son monde se réaffirmait avec une force physique brutale. Le duc et ses mains propres dans l'eau savonneuse. La promenade tranquille dans le brouillard. La chaleur de son manteau. C'était un conte de fées. Et à Cheapside, les contes de fées se terminaient toujours avec un visage meurtri et une poche vide. Alistair entra dans le salon avec la grâce tranquille d'un prédateur qui a déjà sécurisé le périmètre. Lord Hatherley se tenait près de la cheminée, essayant d'avoir l'air imposant et échouant lamentablement. Son teint était coupé rosé, témoignant de la quantité d'alcool qu'il avait consommé la nuit précédente, et sa posture était raide. Il se tenait toujours le ventre. Westford, commença Hatherley, gonflé d'une indignation vertueuse et déplacée. Je dois vous parler du comportement atroce du personnel des Danbury hier soir. Cela jette le discrédit sur toute notre classe quand un domestique se sent en droit de... Asseyez-vous, Arthur. Alistair n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Les mots portaient le poids écrasant d'un ordre absolu. Hatherley cligna des yeux, sa bouche se refermant d'un coup. Il regarda les lourds fauteuils en cuir, puis de nouveau Alistair, avant de s'y laisser tomber lentement. Le cuir gémit sous son poids. Alistair resta debout. Il se dirigea vers une table d'appoint, versa un doigt de liquide ambré dans un verre en cristal et but une lente gorgée. Le silence dans la pièce s'étira, tendu et inconfortable. Hatherley commença à transpirer, l'humidité brillant sur sa lèvre supérieure. « J'ai eu une très longue nuit, » dit enfin Alistair, se tournant pour faire face au jeune homme. « Je vais me passer des fictions polies que nous employons habituellement. Vous devez 74 000 livres à divers tripots de St. James, Arthur. Une somme remarquable pour un homme dont le domaine familial dans le Yorkshire est actuellement hypothéqué jusqu'au cou. » Le visage de Hatherley perdit ses couleurs.
Le rouge coupé rosé fut remplacé par un blanc crayeux et maladif. « Comment savez-vous? Je possède la banque qui détient l'hypothèque de votre père, » dit simplement Alistair. Il prit une autre gorgée de sa boisson. « Et depuis 9 heures ce matin, j'ai racheté chacune de vos reconnaissances de dette aux tables de Whites et de Boodles. Elles étaient remarquablement bon marché. Le désespoir fait baisser les prix. Vous avez acheté ma dette, balbutia Heatherly, ses mains agrippant les accoudoirs. Pourquoi? Parce que vous avez posé les mains sur une femme qui travaillait, dit Alistair. Sa voix n'était plus neutre. C'était un bourdonnement grave et vibrant de pure malveillance. Parce que vous êtes un petit garçon négligent et cruel, qui croit que le monde est un jouet conçu pour son amusement. Et parce que je voulais vous regarder dans les yeux quand je vous prendrai tout. Heatherly secoua la tête, la panique montant dans sa poitrine. Pour une fille de cuisine. Westford, vous êtes fou. Ce n'est personne. Elle m'a frappé. Elle s'est défendue. Corrigea sèchement Alistair. Il posa le verre. Le claquement sec du cristal sur le bois fit sursauter Heatherly. Et elle est infiniment plus précieuse pour ce monde que vous ne le serez jamais. Voici ce qui va se passer, Arthur. Vous allez quitter Londres aujourd'hui. Vous retournerez dans le Yorkshire. Vous n'assisterez à aucune autre réception. Vous ne mettrez plus les pieds dans un autre club. Et vous ne parlerez certainement plus jamais à cette jeune femme, ni d'elle. Si j'entends votre nom murmurer dans cette ville avant la fin de la décennie, je réclamerai les dettes. Votre famille sera ruinée, votre domaine vendu, et vous passerez le reste de votre misérable vie dans une prison pour dettes. Heatherly tremblait, un vrai tremblement physique. Il regardait un homme qui pouvait démanteler toute son existence d'un claquement de doigts, et il le savait. Nous sommes-nous bien compris? Demanda Alistair. Oui, murmura Heatherly. Sortez. Heatherly courut presque. Alistair ne le regarda pas partir. Il vérifia sa montre de poche. 10 heures. Sa voiture attendait. Il avait affaire à Cheapside. Le trajet à travers Londres était une descente dans les bas-fonds pourris de la ville. Les larges avenues pavées de Mayfair cédèrent la place à des rues étroites et suffocantes. Étouffés par la suie, les vendeurs à la sauvette désespérés et la puanteur inévitable des égouts à ciel ouvert. Le brouillard de la nuit précédente s'était dissipé, remplacé par un ciel gris et plat qui pesait sur les immeubles surpeuplés. Quand la voiture s'arrêta enfin près de l'adresse où Maeve avait marché 2 heures plus tôt, Alistair descendit. La boue aspirait ses bottes cirées. Les gens le dévisageaient. Un homme en redingote sur mesure sortant d'une voiture armoriée dans ce quartier était une cible ambulante. Alistair s'en fichait. Il se dirigea vers la ruelle étroite menant à son immeuble. Il n'atteignit pas la porte. Au centre de la cour exiguë et boueuse, entouré d'un petit groupe d'hommes qui riaient, se tenait un homme massif et brutal. Il tenait une bouteille de gin et il portait le par-dessus d'Alistair. La lourde laine sombre était tendue sur les larges épaules sales de l'homme, la doublure en soie traînant dans la boue. Il se vantait, gesticulant sauvagement, la lumière du soleil accrochant le tissu coûteux. Alistair s'arrêta. Le monde autour de lui sembla s'immobiliser complètement. Le bruit ambiant de Cheapside, les cris des marchands, les pleurs des enfants, le cliquetis des charrettes, s'estompa en un bruit de fond sourd et précipité dans ses oreilles. Il reconnut le manteau. Il savait exactement à qui il l'avait donné. Il ne courut pas, il marcha. Ses enjambées étaient longues, mesurées et terriblement délibérées. Les hommes autour de Grimes le virent arriver et se dispersèrent, leurs instincts de survie s'activant bien avant que leurs esprits conscients ne traitent la menace. Grimes se retourna, un ricanement d'ivrogne sur le visage. « Qu'est-ce que tu veux, le riche? T'es perdu? Enlevez-le, dit Alistair. Grimes baissa les yeux sur le manteau, puis les releva, riant d'un rire humide et rauque. « Oh ça, c'est le paiement du loyer d'une de mes filles. Si tu veux le racheter, ça te coûtera 10 livres. Vous l'avez pris à Maeve. J'ai pris ce qui m'était dû. » Grimes cracha, s'avançant pour utiliser sa taille afin d'intimider l'homme aristocratique plus petit. C'est une voleuse ou une... Quoi qu'il en soit, son loyer était en retard, et je... Alistair ne le laissa pas finir. Il ne le provoqua pas en duel. Il n'appela pas la garde. La main d'Alistair jaillit. Il agrippa les lourds revers de son propre par-dessus, tordant la laine épaisse en un nœud juste sous le menton de Grimes, déséquilibrant l'homme massif.
Avant que Grimes ne puisse balancer ses lourds poings, Alistair enfonça la tête en argent de sa canne, directement dans la rotule de Grimes. Le craquement de l'os fut fort, sec. Grimes hurla, un son aigu et flûté qui ne correspondait pas à sa taille, et s'effondra. Alistair ne lâcha pas le manteau. Alors que Grimes tombait, Alistair arracha le vêtement des épaules de l'homme, reculant avec aisance pour éviter le propriétaire, qui se débattait et hurlait sur les pavés boueux. Alistair plia le manteau ruiné sur son bras. Il baissa les yeux sur Grimes, qui se tenait le genou brisé, pleurant dans la saleté. « J'ai acheté cet immeuble il y a 1 heure, » dit Alistair, sa voix totalement dépourvue d'émotion. « C'est un fait. Vous êtes ici sans autorisation. Si vous n'êtes pas parti d'ici à l'arrivée de mes hommes cet après-midi, je vous ferai arrêter pour vol et jeter à Newgate. Et à Newgate, un homme qui ne peut pas marcher ne tient pas la semaine. » Alistair se détourna de l'homme qui se tordait de douleur. Il leva les yeux vers la façade délabrée de l'immeuble. 2e étage, la fenêtre avec la vitre fissurée. Il poussa la lourde porte en bois et commença à monter les escaliers. Maeve était assise par terre. Elle avait réussi à se hisser en position assise, le dos contre le papier peint qui s'écaillait. Le côté gauche de son visage était une masse enflée et lancinante de chaleur. Elle pouvait sentir le goût du cuivre. Chaque fois qu'elle déglutissait, la douleur irradiait le long de son cou. Elle fixa les morceaux brisés de la cruche en céramique éparpillés sur le plancher humide. L'eau s'infiltrait dans le bois, le rendant d'un violet foncé et meurtri. Le loyer est payé. Elle laissa échapper un rire sec et rauque. Bien sûr qu'il l'était. Elle avait su que le manteau était une erreur dès que la soie avait touché ses épaules. Les belles choses n'appartenaient pas aux filles comme elle. Elles n'étaient que louées, et le taux d'intérêt était toujours payé en sang. Elle devait bouger. Elle devait emballer son tablier de rechange et sa seule bonne paire de bottes dans un sac à fleurs et partir avant que Grimes ne réalise que le manteau valait 100 fois ce qu'elle lui devait et ne revienne pour en avoir plus. Elle posa ses mains sur le sol pour se relever. La porte se déverrouilla. Maeve sursauta, son corps se tendant, s'attendant aux lourdes bottes de Grimes. À la place, du cuir noir poli franchit le seuil. Alistair se tenait dans l'embrasure de la porte. Le couloir derrière lui était sombre, l'encadrant d'ombre. Sur son bras, il portait le pardessus taché de boue. Il s'arrêta. Ses yeux balayèrent la pièce. Ils virent la cruche brisée, le tabouret renversé, puis ils se posèrent sur elle. Maeve vit le moment exact où le sang-froid aristocratique se fissura. Ce ne fut pas un éclatement bruyant. Ce fut un resserrement subtil et horrifiant des muscles de sa mâchoire. Ses yeux sombres se dilatèrent, devenant noirs comme du jet. La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. « Alistair » croissa-t-elle. Sa voix ressemblait à des pierres qui grincent. Il laissa tomber le manteau. Il heurta le sol avec un bruit sourd. Il traversa la pièce en 2 enjambées, tombant à genoux à côté d'elle dans une flaque d'eau sale, complètement indifférent à son pantalon sur mesure. Il ne toucha pas son visage. Il plana ses mains à un pouce de distance, ses doigts tremblant légèrement. L'ecchymose était vicieuse, une meurtrissure marbrée et enflée de violet et de noir qui s'étendait de sa pommette à sa mâchoire. Sa lèvre était fendue. « Il a fait ça ?» murmura Alistair. « Ce n'était pas une question. Je me suis battu avec lui pour le manteau, » marmonna Maeve, essayant de s'éloigner, soudainement profondément honteuse de son apparence petite et brisée. C'était stupide. J'aurais dû le laisser le prendre. Il ne prendra plus jamais une respiration sans douleur, dit Alistair. La certitude absolue dans sa voix la glaça. C'était une promesse de violence qui appartenait au roi, pas au gentilhomme. Non, dit Maeve, attrapant son poignet. Son pouls battait la chamade sous ses doigts. Ne vous mêlez pas de ça. Vous ne connaissez pas ces rues. Grimes va. Grimes saigne actuellement dans la cour avec une rotule brisée. L'interrompit Alistair, sa voix retrouvant ce registre terrifiant de calme. Et il ne possède plus cet immeuble. C'est moi. Maeve le dévisagea, son cerveau meurtri luttant pour traiter l'information. Vous avez acheté l'immeuble? Pourquoi? Pour que je puisse l'expulser, dit simplement Alistair. Il la toucha enfin, sa main remarquablement douce, alors qu'il écartait une mèche de cheveux humides et égarée de sa joue intacte. Pouvez-vous vous lever? Je n'ai pas besoin de votre charité, dit Maeve, la panique s'enflammant sous la douleur. Elle repoussa sa main. Je ne suis pas un chien errant,
Alistair. Vous ne pouvez pas simplement acheter mon immeuble et battre mon propriétaire et vous attendre à ce que je... À quoi? Tombe à vos pieds. Devienne votre femme entretenue. Je ne le ferai pas. Je dormirai dans le caniveau avant de devenir la maîtresse d'un lord. Les mots étaient durs, défensifs. C'était la seule armure qui lui restait. Alistair n'eut pas l'air offensé. Il avait l'air profondément triste. « Je ne veux pas de maîtresse, Maeve, » dit-il doucement. Il s'assit sur ses talons, son regard au même niveau que le sien. « Je veux vous sortir de cette pièce. J'ai une petite maison à Bloomsbury. Elle m'appartient, mais elle est vide, à l'exception d'une gouvernante nommée Madame Hughes. Elle est sourde d'une oreille et fait du pain terrible, mais elle est gentille. Je veux que vous y alliez. »« Pourquoi ?» exigea Maeve, sa voix se brisant. « Quel est le prix ?»« Parce que je sais ce que coûte un loyer. Rien n'est gratuit. Le prix, dit Alistair, sa voix tombant à un murmure rauque, c'est que j'apprenne à vous connaître, que vous soyez en sécurité. C'est tout. C'est toute la transaction. J'ai passé une décennie à bâtir un empire d'or et de voies maritimes. Et j'ai réalisé hier soir, debout dans une arrière-cuisine humide, que tout cela ne vaut absolument rien si je ne peux pas l'utiliser pour protéger la seule chose réelle que j'ai rencontrée depuis des années. » Maeve cessa de respirer. Il ne la regardait pas avec pitié. Il ne la regardait pas avec désir. Il la regardait avec une sincérité désespérée et terrifiante. « Je suis complètement vidé de l'intérieur, Maeve, » continua-t-il, la confession lui arrachant les tripes. « Ma vie est un registre de transactions, de mariages, d'alliances, de dettes. Vous êtes la seule personne qui m'a regardé et a vu un homme au lieu d'un coffre-fort. Laissez-moi faire ça. Pas en tant que duc, juste en tant qu'Alistair. Laissez-moi vous sortir du froid. » La vulnérabilité pure dans ses yeux brisa la dernière de ses défenses. L'armure cynique qu'elle portait depuis l'enfance se fractura. Elle sentit une larme chaude et humiliante couler sur sa joue non blessée. Elle détestait ça, mais elle ne pouvait pas l'arrêter. « Bloomsbury, murmura-t-elle. « Bloomsbury, confirma-t-il. Il se leva et lui offrit sa main. Maeve la regarda. Les longs doigts élégants, la chevalière en or. Elle tendit la main et la prit. Sa prise était solide. Il la mit sur pied, la soutenant lorsque ses genoux menacèrent de flancher. Il ne la lâcha pas. Il passa son bras autour de sa taille, l'ancrant à lui. « Laissez les affaires, » dit-il, regardant le maigre tas d'effets personnels qu'elle avait commencé à emballer. « Nous en achèterons de nouvelles. J'aime mes bottes, » marmonna-t-elle sur la défensive, s'appuyant contre sa chaleur solide. Alistair baissa les yeux sur le cuir éraflé et usé de ses bottes. Un petit sourire perça la tension sur son visage. « Alors nous prendrons les bottes, mais le reste reste. » Il la conduisit hors de la pièce, descendit les escaliers étroits et grinçants, et sortit dans la lumière grise de Cheapside. Grimes était parti, emmené par ses acolytes, ne laissant qu'une tache de boue sombre et sanglante sur les pavés. Alistair l'aida à monter dans la voiture. Il ne prit pas le siège en face d'elle. Il s'assit à côté d'elle, le coussin de velours doux contre son dos endolori. Il tira une lourde couverture de laine dessous le siège et la drapa sur ses épaules frissonnantes alors que la voiture s'éloignait, laissant derrière elle la suie et la puanteur de Cheapside. Maeve ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, elle ne se préparait pas au prochain coup. Elle avait juste chaud. 3 semaines plus tard, la maison de Bloomsbury était calme. Elle sentait la cire d'abeille, la lavande séchée et l'odeur légèrement brûlée de la pâtisserie de Madame Hughes. C'était une maison de ville modeste pour les standards aristocratiques. Mais pour Maeve, c'était comme un palais. Elle se tenait près de la fenêtre du bureau, regardant la pluie lustrer le trottoir. L'enflure de son visage avait diminué, laissant une ombre jaune pâle le long de sa mâchoire. La lèvre fendue avait guéri en une fine cicatrice blanche. Elle portait une simple robe de laine bleu foncé. Ce n'était pas de la soie. Ce n'était pas du velours. Elle avait refusé les tentatives d'Alistair de lui acheter la garde-robe d'une duchesse. « Je suis une femme qui travaille », lui avait-elle dit. « Habillez-moi comme une poupée, et je me briserai. » Il avait écouté. Il écoutait toujours. Elle se détourna de la fenêtre et retourna au lourd bureau en chêne. Il était couvert de registres, les registres d'Alistair. Elle n'avait pas pu rester inactive. Le repos la rendait anxieuse. Alors, le 4e jour, quand Alistair était venu et avait laissé une pile de manifestes d'expédition sur la table pendant qu'il buvait son thé, elle les avait lus. Elle connaissait les docs. Son père y avait travaillé.
Elle avait grandi dans leur ombre. Elle connaissait le poids d'une balle de coton et le taux exact qu'un contremaître prélevait sur une cargaison de la Compagnie des Indes orientales. Elle avait trouvé une anomalie en 10 minutes. Au cours des 3 semaines suivantes, elle avait fait économiser au duc de Westford 4000 livres de cargaison volée, simplement en recoupant les registres de poids avec les frais de mise à quai. La lourde porte d'entrée en bas s'ouvrit et se ferma. Des pas lourds et familiers montèrent les escaliers 4 à 4. Alistair entra dans le bureau. Il portait un pardessus humide, ses cheveux assombris par la pluie, mais ses yeux étaient brillants. Il ne la salua pas d'une révérence. Il se dirigea droit vers le bureau, se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser timide et poli, c'était une étreinte profonde et ancrée, pleine de chaleur et de certitude absolue. Maeve lui rendit son baiser, ses mains agrippant les revers de son manteau, l'odeur de la pluie et du bois de santal remplissant ses sens. Quand il se retira, il appuya son front contre le sien pendant une brève seconde avant de baisser les yeux sur le registre ouvert. « Avez-vous trouvé un autre voleur » demanda-t-il, la voix rauque. « 3, dit Maeve, tapotant la page avec son doigt. « Votre directeur d'entrepôt à Wapping déclare une avarie sur 20 caisses de thé. Le thé ne s'abîme pas dans des boîtes en fer blanc étanches, Alistair. Il le vend par la porte de derrière. » Alistair rit. C'était un son riche et plein qui la surprenait encore chaque fois qu'elle l'entendait. Il tira une chaise à côté d'elle. « Rappelez-moi de faire de vous mon intendant en chef. Vous êtes impitoyable. Je suis pratique, corrigea-t-elle. Le sourire d'Alistair s'estompa légèrement. Il plongea la main dans sa poche intérieure et en sortit une épaisse enveloppe de couleur crème scellée à la cire rouge. Il la jeta sur le registre. Maeve regarda le blason estampé dans la cire. « Le comte de Danbury. Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Une invitation. Le gala de fin de saison. Les Danbury tentent de se surpasser. » L'estomac de Maeve se noua. Le souvenir de la chaleur torride, du lourd plateau d'argent et des yeux cruels de la haute société lui revint en mémoire. « Pourquoi me montrez-vous ça? Vous savez que je n'irai pas. »« Je sais, » dit Alistair doucement. Il se pencha en arrière dans sa chaise, l'observant. « Mais les rumeurs ont commencé, Maeve. La haute société sait que j'ai acheté une maison à Bloomsbury. Ils savent que je la visite tous les jours. Ils supposent que vous êtes ma maîtresse. Lady Farnsworth m'a coincé chez White's hier et m'a demandé assez fort si j'avais perdu la tête en gardant une fille des caniveaux comme animal de compagnie. Maeve tressaillit. Les mots la piquèrent, non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient exactement ce qu'elle avait craint. Et qu'avez-vous dit? Je lui ai dit que mon animal de compagnie possède plus d'intelligence dans sa main gauche que toute la lignée Farnsworth réunie, dit froidement Alistair. Et puis je l'ai informé que je ruinerais le crédit de toute famille qui prononcerait votre nom avec irrespect. Maeve le dévisagea. Alistair, vous ne pouvez pas déclarer la guerre à la société pour moi. Ils vous ostraciseront. Qu'ils le fassent, dit-il avec ferveur. Il se leva, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre. Je les déteste, Maeve. Je déteste la mascarade. Je déteste les règles infinies et suffocantes qui dictent qui est digne de respirer l'air. Je ne veux pas vous cacher ici. Il se retourna pour lui faire face. Le cynisme qui le définissait habituellement avait complètement disparu. Je ne veux pas que vous soyez un secret. Je ne veux pas que vous soyez une maîtresse. Je veux que vous soyez ma femme. La pièce devint silencieuse. Seul le bruit de la pluie fouettant la vitre subsistait. Maeve ne pouvait plus respirer. Son cœur battait un rythme frénétique et terrifiant contre ses côtes. « Alistair, soyez raisonnable. Un duc n'épouse pas une fille de cuisine. Le scandale sera magnifique, l'interrompit-il, comblant la distance entre eux. Il prit ses mains, ses pouces traçant les cicatrices qui s'estompaient sur ses jointures. Laissez-les parler, laissez-les regarder. Que peuvent-ils vraiment nous faire? J'ai l'argent, j'ai le pouvoir. Et je vous ai. Ils n'ont rien d'autre que des titres vides et des pedigrees fanés. Je ne sais pas comment être une duchesse, murmura Maeve, sa voix tremblante. Je ne sais pas comment faire la révérence ou organiser un dîner, ou faire semblant de me soucier du temps qu'il fait. Je ne veux pas d'une duchesse, dit Alistair, ses yeux brûlants d'intensité. Je veux une partenaire. Je veux la fille qui a frappé un lord avec un plateau d'argent. Je veux la femme qui peut lire un manifeste d'expédition et attraper un voleur en 10 minutes. Je veux la seule personne qui me fait me sentir vivant. Il tomba à genoux.
Ce n'était pas un geste théâtral et étudié. C'était soudain, urgent et profondément non poli. Il leva les yeux vers elle, un duc agenouillé devant une fille qui avait lavé ses sols. « Épousez-moi, Maeve. Aidez-moi à gérer les docks. Aidez-moi à réduire la haute société en cendres. Affrontez le monde avec moi. » Maeve baissa les yeux sur lui. Elle vit la dévotion absolue et inébranlable dans ses yeux. Elle pensa à la chambre froide de Cheapside. Elle pensa aux ampoules, à la faim, et au poids écrasant et sans fin de survivre seule. Puis, elle regarda le registre sur le bureau. Elle regarda l'homme qui avait plongé ses mains dans l'eau savonneuse juste pour lui parler. Elle n'avait plus besoin de survivre seule. Elle sourit. C'était un sourire lent, brillant, entièrement cynique qui atteignit ses yeux. « Seulement si je peux garder les bottes, dit-elle. » Alistair laissa échapper un souffle qui était à moitié un rire, à moitié un sanglot. Il se leva, la tirant férocement contre sa poitrine. Il enfouit son visage dans ses cheveux, la tenant comme si elle était la seule chose solide dans un monde en ruine. « Gardez les bottes, murmura-t-il contre son oreille. Nous avons un empire à diriger. » Dehors, la pluie continuait de tomber sur Londres. Mais à l'intérieur du bureau de Bloomsbury, le froid avait enfin été définitivement brisé. La défense brutale de Maeve par le duc vous a coupé le souffle. La société a essayé de les écraser, mais ils ont bâti un empire à la place. Si vous avez aimé voir Alistair et Maeve défier la haute société et forger un amour basé sur un véritable partenariat et la passion, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Vous voulez plus d'histoires d'amour profondément humaines et poignantes, où les outsiders gagnent et l'élite arrogante est remise à sa place. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les héroïnes courageuses et les héros dévoués et sans complexe. À la prochaine.